ce soir, on va parler de rupture et lien. Pourquoi cette thématique ? Parce qu'avec Fouad et toute l'équipe, il nous semblait nécessaire de ne pas séparer ces deux mots, ces deux expériences, et de les relier dans un processus créateur qui nous fait traverser la mort, symbolique, pour naître à nouveau, à la vie, à la relation, à l'amour. Nous avons ouvert ce cycle pour nous rassembler, nous tous, nous toutes, autour de cette question si vertigineuse. À quoi dois-je renoncer ? À quoi dois-je dire non ? À quoi ou à qui dois-je dire au revoir ? Et ce sont ces mots qui nous vertigent dans le vide auquel ils semblent nous confronter, qui nous font pourtant grandir, apparaître, parfois naître à nous-mêmes. Et si ce non contenait un oui plus grand ? Et si cet au revoir nous offrait la promesse d'un bonjour ? Et si ce vide était plein ? Alors ce soir, nous ouvrons un espace pour toutes celles et ceux qui ont envie de questionner les évidences, aller voir ce qu'il y a derrière les ruptures, ouvrir grand la voie à nos vulnérabilités, faire accoucher dans nos ruptures, à travers nos ruptures, de nouveaux liens. Celles et celui qui prennent la parole ce soir ont traversé ce vertige. Ils viennent en témoigner. Ils ont renversé le mortifère pour livrer une parole de vie. Ils viennent, après l'hiver, rendre hommage à l'amour comme un éternel printemps. La première à prendre la parole ce soir, c'est Marois. C'est la plus jeune aussi. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, nous dirait Corneille. Et la valeur de Marois s'exprime depuis son tout jeune âge. C'est le courage de s'aimer, malgré les épreuves. Le courage de traverser le moment où il n'y a plus d'espoir. Petite, je rêvais d'être une femme libre et épanouie en amour. Et pour ça, dans ma famille, il fallait que j'épouse un musulman. Décembre 2010, j'ai 20 ans. Je m'apprête à me fiancer et faire le mariage religieux de mon petit copain que je connais depuis 2 ans, qui est français converti à l'islam. Je suis là, toute contente, à préparer mes affaires, ma belle robe blanche, la célébration en famille. Tout va pour le mieux et on prévoit le mariage civil pour le juillet qui suit. Et à partir de là, je peux fréquenter mon petit copain, qui est devenu mon fiancé, en toute légalité. Les mois passent et là, je découvre une facette de mon fiancé que je n'avais pas vue. J'ai vu quelqu'un de dominant, un peu agressif, manipulateur. Bon, je me mets dans les préparatifs, sauf que 1 mois avant le mariage, une grosse dispute éclate, plus violente que les autres. Et là, je me dis, je ne peux pas épouser cet homme-là. Alors, j'en parle à mes parents. Et là, je me retrouve à une réunion en famille où mon oncle me dit, écoute, Marois, tu n'as pas assez de raisons valables pour ne pas te marier. J'étais sidérée. Je me dis, mais comment c'est possible ? Je suis dans un sketch. Et en fait, sur le moment, je me dis, comme j'ai pas le choix, de toute façon, le mariage est payé, le voyage de noces est organisé, alors autant en profiter. Et après, j'improviserai. Juillet 2011, je me marie. Et là, en fait, j'entame une descente aux enfers. Dans ma tête, j'essaye d'être la musulmane parfaite, celle qui obéit à son mari, qui ne dit rien, qui fait tout ce qu'il faut à la maison.
Et en face, j'ai un homme qui fait que me rabaisser, me violenter. Et il s'ensuit une spirale infernale jusqu'en septembre 2011. À ce moment-là, je vois mon médecin traitant, une femme qui m'a suivie depuis toute petite et qui me demande « Alors, comment se passe ton mariage ?» Et là, c'était la première fois que je livrais tout ce que j'étais en train de vivre. Ça faisait 3 mois que j'étais dans le silence. Et d'avoir raconté cette histoire à mon médecin traitant m'a permis de voir que j'étais pas folle, comme le disait mon ex-mari. Enfin, mon mari de l'époque. Et à partir de là, j'ai commencé à en parler autour de moi, à libérer la parole, dire à mes parents ce que j'étais en train de vivre réellement, à mes proches. Et j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Limite à le menacer, ne plus rentrer dans son jeu. Je reprenais mon pouvoir. Février 2012, 6 mois après, encore une dispute violente. Je me souviens, j'étais allongée sur le lit en pleurs. Mes parents venaient d'arriver. Ma mère qui me regarde et la seule chose que j'arrivais à lui dire, c'est « Maman, j'en peux plus. J'en pouvais plus. Je voyais plus le bout. Je croyais plus au bonheur à ce moment-là. » Et là, d'un commun accord, on décide que je retourne chez mes parents pendant 2 semaines, histoire de prendre l'air. Et je me souviens encore, en fait, de cette sensation de cette première nuit chez mes parents, de sentir les draps, ce cocon sécure où j'ai grandi, les rayons du soleil qui ont réchauffé ma peau, et en fait, j'étais juste en train de retrouver le goût de la vie. Les jours commencent à passer, et là, je me dis, je ne peux pas rester dans cette situation. Et là, je choisis de divorcer. Bien évidemment, j'ai ma famille qui me dit que c'est interdit dans l'islam de divorcer de son mari. Mon mari de l'époque qui manipule toute ma famille et leur fait croire que je le trompe, qui leur dit que, en fait, je suis pas celle qui croit que je suis parce que je ne respectais pas les règles à la lettre de l'islam. Et à cette période, je rencontre l'homme qui deviendra le père de mon fils, qui m'a aidée. J'étais encore chez mes parents. Et là, on arrive en juin 2012. J'ai 22 ans. Ça fait pas longtemps que je connais le père de mon fils. Et il me dit, écoute, Marois, tu peux plus vivre dans cette situation. Donc, je décide de dire à mes parents que je pars de la maison. Et ce jour-là, j'ai entendu les mots les plus durs de la part de mon père. Je me souviens qu'il m'a dit, tu nous fais honte. Si tu pars de la maison, tu n'es plus ma fille et ce ne sera plus la peine de revenir me voir sur ma tombe si je meurs. Et à ce moment-là, la seule chose que j'arrive à me dire, c'est Marois, si tu pars pas d'ici maintenant, c'est que t'as rien compris. Et donc, j'ai décidé de passer le plat de la porte, en sachant que je ne reverrai peut-être jamais mon père. Mais j'ai ressenti un tel soulagement. J'avais l'impression que le poids que je portais toute ma vie venait de s'évaporer. Et à ce moment-là, j'ai compris que finalement, ma religion en moi est celle de suivre mon cœur. Notre deuxième porteuse d'histoire ce soir, c'est Syl. Une femme debout qui relève le défi de témoigner ce soir, alors qu'un autre porteur d'histoire s'est désisté. Et c'est peut-être cela qui la caractérise, Syl. L'audace de dire oui, quand tant d'autres disent un jour peut-être. Syl, c'est un phénix qui nous livre le secret de la Renaissance. J'ai vécu avec une femme pendant 13 ans et elle m'a quittée. Elle m'a quittée à la fin du cancer du sein, plutôt à la fin de la radiothérapie. J'étais blessée, à terre, vidée, brûlée. Quand elle m'a quittée, non seulement j'étais brûlée de
de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Je perds des pieds. Moi, je l'avais soutenue pratiquement toute ma vie, d'ailleurs toute ma vie. La pauvre, elle faisait face à un diabète de type 1 avec de l'insuline. Donc pendant 13 ans, je l'ai soutenue, je l'ai accompagnée et j'espère l'avoir bien fait. Mais moi, elle m'a quittée du jour au lendemain, au moment où j'avais besoin d'être soutenue, au moment où la vie reprenait normalement, où elle devait reprendre normalement. Mais elle ne l'a pas fait. Alors évidemment, je pourrais vous raconter combien j'ai pleuré, combien j'ai cru que je tombais dans un vide abyssal, et surtout par quoi commencer, parce que j'avais plus de force. Et puis j'étais en colère. Moi qui l'avais soutenue tant de fois, elle m'abandonnait. Et je me suis retrouvée devant un vide que je n'avais jamais vécu de ma vie, parce que j'avais accompli une carrière professionnelle assez sympa, membre du comité de direction, 80 000 kilomètres par an, pas de temps pour moi, jamais de temps pour moi, pas de temps pour les autres. Donc ce vide, j'ai cru que pour moi c'était la fin. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis arrêtée de tout. Et d'abord, je me suis arrêtée de mon travail. Et je n'avais aucune idée de combien de temps j'allais m'arrêter. Bon, je me suis arrêtée 3 ans. Mais ça, c'est pas la vraie histoire que je veux vous raconter. La vraie histoire que je veux vous raconter, c'est face à ce vide, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as jamais eu ça dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ce vide qui s'offre à toi? Alors, je me suis arrêtée de tout. J'ai passé du temps avec mes filleuls, j'en ai 5. J'ai passé du temps avec ma famille. J'ai passé du temps avec mes précieux amis. J'ai perdu mon temps. J'ai apprivoisé le temps. Et j'ai attendu. Je me suis remplie de joie, petit à petit. À chaque fois que je croisais mes amis, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire, Syl ?» Rien. J'ai procrastiné. Beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir procrastiné. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. J'ai reprocrastiné. Je viens d'inventer le mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce cancer du sein et cette séparation m'ont donné tellement quelque chose que je n'avais jamais eu à traiter, c'est-à-dire du vide, que j'ai choisi d'accepter ce vide. J'ai choisi d'accepter ce vide parce que quand je l'ai eu en face de moi, je me suis dit, en fait, c'est ce temps-là qui m'a permis de retrouver qui je suis, celle que je suis devant vous ce soir, la vraie Syl, celle qui s'est battue et celle qui est vivante. Parce qu'en fait, j'ai 54 ans et je suis renée. Ça se dit pas? Je suis revenue à moi, à tout ce que je suis. Le troisième à prendre la parole ce soir s'appelle Nicolas. Il est médecin, il est papa de 3 petites filles, il est divorcé aussi, et surtout, il est amoureux. C'est de cette dernière identité qu'il va nous parler ce soir. Cette identité d'amant qui se conquiert de haute lutte sur le champ de bataille des injonctions et des résignations. Celle qui permet ce soir d'arborer le sourire amoureux. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui
Elle débute le 31 juillet 1994. En 1994, j'ai 14 ans, je suis adolescent. Je n'ai pas vraiment connu de flirt, de relations, de couple. Et du jour au lendemain, enfin surtout un jour en fait, ce 31 juillet 1994, le temps va s'arrêter. Une jeune femme passe dans la cour. Mon cœur bat, le temps s'arrête. Et je viens de comprendre ce que c'était de tomber amoureux. Mais bon, je suis un peu timide. Je connais pas grand-chose à ça, je suis assez naïf. Donc malgré un beau ciel étoilé, partagé, je garde ça pour moi. Et je vais faire 4 longues années de désert avant de pouvoir vivre cette idylle avec Marie. 4 longues années pour enfin arriver à ce sentiment, ou plutôt cette image, comme dans Un Indien dans la vie. Je suis Mimisiku. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une image, c'est celle de Marie. Et l'adolescent, finalement, devient un jeune homme qui va commencer sa vie avec Marie. Mais là va s'ouvrir un deuxième chapitre. Après l'amour adolescent, finalement va venir le chapitre de la désillusion. Les années passent et progressivement l'image se réduit. Il y a d'autres choses qui apparaissent. C'est pas que je ne l'aime plus, mais c'est moins plein, c'est moins... Voilà, la relation n'est plus la même. Pour moi, c'est un cataclysme. Ce que je croyais, mes convictions sur l'amour, ce que j'aimais, s'effondrent. Du jour au lendemain, je sais plus où me situer, je suis bouleversé et je me dis que en fait on m'a trompé. On m'a fait croire au Père Noël, j'y ai pas cru longtemps, et là maintenant, c'est l'amour auquel je crois plus. Parce que finalement, l'amour, c'est probablement un conte d'adolescent, on tombe amoureux, ok, très bien. Je suis bouleversé. Et pendant ce bouleversement, en même temps, eh bien, je grandis. Et là, un autre chapitre va s'ouvrir, qui est celui de l'homme projet. Je vais devenir un jeune adulte à projet. Mon projet, c'est d'avoir une carrière, avec un métier, avec une famille, l'envie d'être père, un couple. Et il s'avère que je rencontre Dorothée. C'est pas la même chose qu'avec Marie. Mais il y a une attirance, et puis surtout une réassurance. Une réassurance que je peux être aimé et peut-être que je ne le serai jamais de nouveau. Donc les choses se construisent. J'ai un projet, je construis. Dans cette désillusion de l'amour, finalement, Dorothée, que je pensais être comme une étoile filante dans ma vie, eh bien s'installe et on construit des choses. Des belles choses aussi parce que je deviens père. Et ça illumine ma vie. Il y a 3 météorites qui arrivent dans mon parcours. Mes 3 filles, qui sont vraiment des météorites qui éclairent mon ciel. Je construis, je me sens assez comblé avec la famille, les amis, etc. Mais finalement, il y a un autre chapitre qui va s'ouvrir. Et celui-là, il va être assez douloureux, mais surtout très heureux par la suite. C'est le chapitre où finalement l'adulte redevient adolescent. Alors qu'il s'y attend pas du tout. Alors que il a une vie bien construite qui ressemble à celle qu'il pense qui est attendue des autres. Eh bien, il rencontre Amélie. Et de nouveau, paf. Le temps se fige. Il a fallu 23 ans, 10 mois, 14 jours, 28 minutes, 5 secondes, pour que je retrouve enfin ce sentiment, cette émotion de tomber amoureux. Et là, c'est encore plus fort. Je suis adulte, je sais qui je suis, et il y a comme un diamant brut devant moi. Un diamant vers lequel je suis irrémédiablement attiré, comme un aimant. Je peux pas m'en séparer. J'imagine pas ma vie sans. Et en même temps, j'ai une autre vie, construite. Donc là, forcément, c'est des questionnements.
Comment faire ? Pour moi, dans ma nature, c'est la vérité qui doit sortir. Et il va falloir l'annoncer. Alors vu que je suis assez naïf, je pense que ça va bien se passer. D'ailleurs, je le prédis à Amélie que ça va bien se passer. À d'autres amis aussi, qui me demandent « T'es sûr ?» Effectivement, ils avaient raison, ça se passe pas bien du tout. C'est la catastrophe. Si j'avais un petit piédestal, je tombe bien de ce piédestal-là. Et là, c'est la catastrophe, l'effondrement, le bouleversement, la souffrance. Mon identité est remise complètement en question. Ce que je pense de la vie, de la construction, même des amis, des relations que j'ai tissées, du couple que j'avais tissé. Tout est remis en question. Mais l'amour est plus fort que tout ça, en fait. L'amour de mes parents, qui, une nouvelle fois, me prouve à quel point ils sont formidables, parce que ils acceptent que je suis à côté de leur modèle, à côté du modèle que je pensais être le bon. Et ils me suivent dans cette voie qui est celui de l'amour, en fait, qui me donne le sourire, parce que cet amour, il est partagé. Et Amélie me suit aussi, malgré les souffrances, malgré ce qu'elle a vécu dans mes bouleversements. Et aujourd'hui, on peut partager ça depuis 7 ans. Aujourd'hui, comme je lui dis souvent, c'est pas l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma mort, parce que j'ai envie de finir ma vie avec. Et j'ai enfin eu le courage de mes sentiments, franchir des étapes de déconstruction de certaines injonctions, de certains schémas que je m'étais construits, pour enfin vivre ce sentiment complet que j'ai retrouvé de mon adolescence, mais finalement que j'ai su construire à l'âge adulte, ou plutôt pas construire, justement. Parce que je croyais à un amour construit. Et en fait, je crois aujourd'hui que pour moi, l'amour, ça naît, c'est irraisonné, c'est là, présent, on tombe amoureux, c'est assez soudain. Moi, j'ai pris une claque monumentale. Et après, cet amour-là, il faut le nourrir. Et c'est ça que je peux vous souhaiter ce soir. Parce que je vais pas vous souhaiter une séparation, surtout douloureuse, parce que ça, c'est vraiment pas très agréable. Par contre, je peux vous souhaiter de tomber amoureux, de partager ça, et d'avoir, d'une part, la chance de connaître ça, et aussi le courage, de vivre ça. Et d'avoir le sourire à chaque fois que vous y pensez. Ce sourire amoureux de la personne qui aime et qui, finalement, est capable de nourrir un amour au-delà de tout ce qu'il y a autour. La dernière personne à nous livrer son récit, c'est Béatrice. Béatrice, c'est une entrepreneuse, une femme de tête et d'engagement en faveur des pratiques plus durables. C'est une amatrice de théâtre, présidente d'une troupe de théâtre amateur depuis 20 ans. Béatrice rime avec créatrice. C'est aussi la mère de 2 enfants et c'est aussi une femme qui s'est traversée le deuil pour ranimer l'élan de vie. « 30 avril 2023. Inconsciente, je rentre sur le ring. Il faut que je te parle. C'est important. Je ne t'aime plus. J'ai rencontré quelqu'un. Mais c'est pas grave. On peut rester amis. Quand elle s'approche du ring, c'est mon homme depuis l'âge de 18 ans. La boxeuse amoureuse, la Hypercute. boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang.
soir, nous nous apprêtons à partir faire du théâtre d'impro. Et là, je vacille. Mon corps se détache de mon esprit. On part ensemble. Et puis, je suis une marionnette. Je parle, j'agis. Je souris même peut-être. Mais je ne suis plus là. Je suis dissociée. En scène, comédienne, je joue violemment. Mon ami tombe, nos corps basculent. Mon monde bascule. Ma tête vient heurter le baby-foot. Je m'écroule. Les pompiers arrivent. 22 de tension. La douleur est une prison, une cage. La violence sourde. Et après. Et l'après, c'est plus de goût, plus de faim. Je perds 35 kilos en un an. Ma créativité est un néant. Je ne peux plus travailler. Moi, l'entrepreneuse, je n'ai plus de jus, plus d'énergie. Mais la nécessité, la violence de la nécessité de vivre, de survivre, tous les matins, mettre un pied à terre est une petite victoire. Mais le choc, c'est aussi pour mes enfants. Ma fille, si loin de la maison, m'appelle tous les jours, pendant 6 mois. J'ai ces appels comme une perfusion. C'est ma respiration. Il y a aussi mon fils. Lui, si proche de son père, est en colère. Pour lui, c'est les étreintes. Il me reconnaît non plus comme sa mère, mais comme une femme en reconstruction. Et il m'enveloppe de son amour vital. Et puis Minorque, une parenthèse dans mon quotidien. Je m'échappe et je rencontre 3 femmes inspirantes comme des étoiles dans mon obscurité. Un lever de soleil avec des sensations du vent sur ma peau, de ce silence comme un baume. Une renaissance.
une balade à cheval. Il s'appelle Éclair. Et je vois au loin l'orage arriver et je sens de la puissance, la liberté. J'ai perdu mon amour, mais j'ai trouvé énormément d'amour auprès de mes amis, de ma famille, de mes collègues. Ils ont tissé un filet autour de moi bienfaiteur, constant, et m'ont aidé à me réapproprier ma vie, à recoller les morceaux épars de mon être. J'ai retrouvé le goût d'une main sur mon épaule, de la chaleur du soleil sur ma peau et le goût d'un fruit mûr. J'ai réussi à retrouver ma force, mon envie de vivre, d'être là. J'ai perdu, mais j'ai gagné. Je suis là, bien là. Orature est imaginé par Fouad Souak. Les porteurs d'histoire sont accompagnés par Ariane Vitou. À la coproduction, Sylvie Collet et Blanche Rabuteau. Antoine Stévignon est au son et au mix. Ce programme est produit par Pressy Live Studio. À bientôt pour de nouvelles histoires.